Jeudi 6 mai 2021, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres de cette édition. Depuis 2019, le statut de l'opposition est clairement défini dans une loi adoptée par l'Assemblée nationale. Conformément à cette loi, le chef de file de l'opposition a été nommé par décret par le président de la République. Quelles sont les obligations et avantages liés à ce statut du chef de l'opposition? Notre rédaction s'est intéressée à la question. Atelier d'information et de sensibilisation des acteurs du développement du fleuve Mono. C'est une activité de l'autorité du bassin du Mono. Elle porte sur la gestion intégrée des ressources en eau et la mise en place du comité du bassin du Mono. La pandémie de la COVID-19 est toujours d'actualité un peu partout dans le monde, mais les populations au Bénin, par exemple, baissent la garde en ce qui concerne le respect des gestes barrières. Qu'en est-il du respect de ces gestes dans les bus de transport en commun des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi? Élément de réponse dans un court instant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue et merci de nous suivre. Vous le savez certainement, depuis 2019, l'opposition a un statut au Bénin. Il s'agit d'une décision contenue dans la loi adoptée par l'Assemblée nationale le 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition. Et depuis quelques jours, le chef de file de l'opposition a été nommé par décret par le président de la République. Quelles sont les obligations et les avantages liés à ce statut de chef de l'opposition? C'est ce que nous retrace ce reportage signé Asiongbon Kanya Asiongbon et Moufid Saboura. Pour la première fois de son histoire, le Bénin dispose d'un chef de file de l'opposition en la personne du secrétaire exécutif national des forces Kori pour un Bénin émergent, Paul Humpé. Un statut que confèrent les tests aux leaders du parti politique représentatif s'étant déclaré comme de l'opposition. En tant que tel, le chef de file de l'opposition a des obligations. Le chef de file de l'opposition incarne des idéaux par le biais de sa formation politique et, à ce titre, anime la vie politique, se repose sur son parti politique pour animer la vie politique, se prononce sur l'actualité nationale, sur les propositions et les options du gouvernement et, à l'occasion de l'élection présidentielle ou de toute autre élection, propose des alternatives ou tout au moins une alternative dans l'objectif de mettre son alternative dans la balance électorale pour susciter l'alternance au sommet de l'État ou à d'autres échelles de la vie politique. Outre les obligations qu'il a, les tests lui donnent droit à des avantages liés à son statut. Il a des avantages matériels et financiers. Il est consulté à l'occasion du dialogue politique ou de tout autre dossier engageant la vie de l'État. Il est tout au moins consulté et son avis, même s'il reste un avis consultatif, participe de l'animation de la vie démocratique de façon générale. Autres avantages qu'il tire de son statut, ce sont ses apparitions dans des manifestations publiques. Le chef de file de l'opposition est associé aux manifestations officielles, aux événements officiels et à son siège dans la tribune officielle et peut être considéré comme un acteur majeur de la vie politique. Le chef de file est comme le responsable de l'opposition entière qu'il représente. Il est appelé à être le porte-voix des membres de l'opposition auprès de l'exécutif dans le cadre des échanges, des dialogues et enjeux pouvant engager l'avenir de l'État. Et pour jouer ce rôle, il a besoin d'avoir, selon Patrick Renou, leurs avis sur certaines préoccupations.
Actualité politique toujours, l'élection présidentielle a livré son verdict et vous le savez, la victoire revient au duo Talon-Talata. La Cour constitutionnelle a déjà proclamé les résultats définitifs en absence de recours. Place est maintenant faite au travail pour les 5 prochaines années. Les partis ayant apporté leur soutien au duo sorti gagnant se prononcent sur les défis majeurs à relever. Et l'un de ces défis est l'exécution du programme d'action du gouvernement. Précision. Après la victoire du duo Talon-Talata, l'heure est au soutien sans faille au niveau des partis politiques. Ayant contribué au succès éclatant du duo, les partis politiques veulent désormais accompagner le président de la République dans l'exécution du programme d'action du gouvernement. Objectif, la réussite de ce programme. L'UP restera donc dans sa position et rester dans cette position, c'est travailler pour accompagner la mise en œuvre donc, du programme d'action du président, le programme d'action 2021-2026. Accompagner la mise en œuvre de ce programme, c'est déjà revisiter à nouveau ce que nous avons déjà vu au début, puisque à la confection donc, de ce programme d'action, nous avons eu à faire nos observations, nos propositions qui ont été prises en compte. Maintenant que nous avons la victoire, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de continuer à accompagner le développement, à accompagner les actions du chef de l'État, parce que c'est ce que nous avons promis à la population. C'est le PAG que nous avons expliqué avec des éléments de langage appropriés. Au niveau de chaque parti politique, on s'active inlassablement. Et pour que le programme d'action du gouvernement connaisse du succès, les partis estiment pouvoir non seulement faire des propositions, mais aussi participer à l'amélioration des idées. Nous sommes tous aujourd'hui bien imprégnés des problèmes qui sont à régler. Nous avons déjà les engagements pris par le chef de l'État et donc que nous puissions accompagner, attirer l'attention et faire des propositions à des moments donnés, demander qu'on rectifie pour que au soir donc de la fin du mandat du président Talon, que l'Union progressiste s'en sorte grandie. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons cette position avec le chef de l'État. Nous sommes un parti de la mouvance, mais d'une mouvance intelligente. Nous ne sommes pas des gens qu'on tire par la queue pour aller où on veut. S'il y a des choses qui vont bien, on le dira haut et fort. S'il y a des choses qui ne vont pas, on le soufflera à l'oreille du chef de l'État. Le PAG, c'est l'ensemble des aspirations de la population. Le président, avant de procéder à la rédaction de ce PAG, a d'abord fait une tournée dans les 77 communes du Bénin, où le bilan du PAG 2016-2021 a été réalisé. Et les aspirations, les nouvelles aspirations ont été collectées. Et c'est ça, travailler, qui donne le PAG que nous avons aujourd'hui. Tout ceci concourt au développement du pays. Du côté de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, on se dit disposé à tout appel du chef de l'État. Notre soutien est un soutien franc, est un soutien sincère, est un soutien désintéressé. Je n'exagère pas en disant que c'est un soutien désintéressé parce que nous sommes un parti politique et tout parti politique doit aller à la conquête et à l'exercice du pouvoir d'État. Mais nous autres, notre premier objectif, c'est le développement du pays. Et lorsqu'on trouve en la personne du chef de l'État un bâtisseur, quelqu'un qui porte haut le flambeau de notre État, je crois qu'il faut le soutenir. Si, en le soutenant, il estime qu'il y a en notre sein des cadres dont il a besoin pour l'exercice du pouvoir d'État, nous sommes prêts à le lui offrir. Dans le même temps, au niveau de l'Union progressiste, les structures de base vont être renforcées. La directrice de l'administration y tient. L'Union progressiste va continuer donc ses activités à travers la mise en place de ces structures de base, de ces structures d'animation et aller vers notre congrès qui nous permettra de mettre en place peut-être d'ici quelques temps une équipe et respecter en fait nos statuts, les tests du parti. Le duo Talon-Talata peut donc se réjouir du soutien des uns et des autres pour les 5 années à venir. Du côté de l'Union progressiste, le fait d'avoir concédé le poste de vice-présidence à une dame est un grand pas qui est fait en matière de gouvernance.
Autre chose maintenant est toujours dans l'actualité nationale, atelier de capitalisation de la distribution des kits scolaires au titre de l'année 2020-2021 au profit des bénéficiaires du projet Soued Bénin. Les travaux se déroulent à Grand Popo dans le département du Mono sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et du ministère du Plan et du Développement. Le point à travers de l'ouverture des travaux dans ce reportage signé Geoffroy Messan. Mardi 4 mai 2021, salle de conférence de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Sont confortablement installés des directeurs des services déconcentrés de l'État en charge des affaires sociales et leurs collaborateurs, ainsi que des points focaux du projet Soued Bénin, le projet régional d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Ils prennent part à un atelier de capitalisation de la distribution des kits scolaires au titre de l'année 2020-2021 au profit des bénéficiaires du projet Soued Bénin. Le Soued est en effet un projet initié par le gouvernement béninois avec l'appui financier de la Banque mondiale et l'appui technique de l'UNFPA qui est entré dans sa phase opérationnelle en mars 2020. Le projet Soued Bénin fait du maintien des filles à l'école l'une de ses priorités. Cet atelier est le deuxième d'une série de 3. L'objectif est de tirer les leçons résultant de la distribution des kits scolaires aux filles pour améliorer le processus et exploiter la base de données à d'autres fins. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques Soued, relative à l'autonomisation des femmes et au maintien des filles à l'école, aux compétences de vie et à la santé reproductive, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a procédé, avec l'appui financier de la Banque mondiale, à la remise de kits scolaires à 23 000 filles âgées de 9 à 24 ans dans tous les départements et communes de notre pays. Cet atelier, qui ouvre ainsi ses portes, a pour but de faire le point de la mise en œuvre de la distribution des kits 2020-2021, de définir la méthodologie complète de mise en place des kits édition 2021-2022, assortie d'une feuille de route, puis d'apurer et de stabiliser la base de données des filles ayant bénéficié des kits scolaires 2020-2021. Cette activité est d'une importance capitale dans le cycle de tout projet et je voudrais donc vous convier à un investissement sérieux dans les échanges pour la capitalisation des bonnes pratiques et surtout pour des propositions d'amélioration de tout ce qui n'a pu bien fonctionner. C'est seulement à ce prix que les prochaines séries de distribution se feront avec succès afin que les objectifs de maintien des filles soient atteints de façon optimale. Les participants proviennent des départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Mono. La troisième et dernière étape de cette revue est prévue pour se dérouler à Parakou. L'autorité du bassin du Mono organise un atelier d'information et de sensibilisation des acteurs du développement du fleuve Mono. Il porte sur la gestion intégrée des ressources en eau et la mise en place du comité du bassin du Mono. L'ouverture des travaux a eu lieu à Azové, principale ville de la commune d'Ablaoué dans le département du Koufo. On retrouve Geoffroy Messan pour le point. Une étape importante à franchir ici à Azové durant cet atelier dans la gestion intégrée des ressources en eau, GIR, entre le Bénin et le Togo. Il s'agit de la mise en place du comité du bassin du Mono et de l'installation de ses membres dans leurs fonctions. Mais avant, l'organisatrice, qu'est l'autorité du bassin du Mono, ABM, a prévu d'informer et de sensibiliser les acteurs du développement du fleuve Mono sur la GIR. La gestion intégrée des ressources en eau est un processus qui favorise le développement et la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources connexes en vue de maximiser de manière équitable le bien-être économique et social sans pour autant compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. La gestion intégrée des ressources en eau est donc
une approche globale de l'eau en termes d'usage et d'impact. Elle est aussi multisectorielle, transversale, puis verticale, mobilisant les énergies du niveau local, niveau rivière, au niveau global, à l'échelle du bassin versant. Le comité du bassin du Mono à mettre en place aura, entre autres, pour mission de définir de façon concertée les grandes orientations en matière de planification, de gestion, de protection des ressources en eau et de développement institutionnel du bassin, de s'assurer de la conformité des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, des sous-bassins avec le schéma directeur du bassin et d'examiner et valider les programmes pluriannuels d'intervention élaborés par l'Agence du bassin du Mono. Aussi, voudrais-je vous prier de vous approprier tous les messages que les techniciens vont vous passer ce matin, car ils constituent le socle de ce que vous aurez à faire très prochainement pour la préservation, la valorisation et la bonne gouvernance du secteur de l'eau, pour qu'elle soit pleinement un facteur de développement de nos deux pays frères et amis. La mise en place du comité du bassin du Mono intervient après l'installation du comité du bassin de l'Ouémé en décembre 2016 et ceux des sous-bassins de la Pandjari et du Mékrou en septembre 2019. Je nourris l'espoir que chacun d'entre vous ou chacun d'entre nous saura jouer sa partition et je compte sur votre responsabilité pour ce succès. Détermination pour faire du présent atelier un grand succès. Dans ces activités, l'autorité du bassin du Mono, ABM, bénéficie de l'appui financier de la GIZ et du soutien technique de la Direction générale de l'eau. Le Bénin lance une étude pour évaluer les données de son potentiel fourrager. Le top a été donné à la faveur d'un atelier de formation qui réunit autour des responsables du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche des acteurs du domaine. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Élevage et de la Pêche en personne. On fait le point dans ce reportage de Narcisse Alossé et Eder Mbevi. Au Bénin, l'alimentation des ruminants dans le système d'élevage est constituée à plus de 80% de fourrage. Seulement, les données actuelles sur le potentiel fourrager du pays ne permettent pas aux services compétents d'analyser les différentes situations en lien avec les ressources pastorales et alimentaires du bétail. Malgré les efforts consentis par la recherche ces 20 dernières années, les données sur l'évaluation des capacités de charge demeurent parcellaires et ne sont pas à même de constituer des outils opérationnels d'aide à la décision lorsqu'il s'agit des enjeux nationaux. Face à ce déficit de données fiables sur les pâturages des pays côtiers, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a porté un appui financier de 300 millions de francs CFA à 3 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, pour une étude dans le domaine. Cet appui permettra de conduire les études sur l'évaluation des potentialités fourragères afin de disposer des outils fiables d'estimation des capacités de charge et des résultats qui vont alimenter les bases d'analyse pour une meilleure gestion des ressources alimentaires du bétail transhumant. Avec les résultats de cette étude, nous aurons désormais une idée nette des potentialités fourragères de nos terroirs afin d'éviter des concentrations inutiles du bétail dans les zones défavorisées, toutes choses qui amplifient les conflits entre agriculteurs et éleveurs dont les manifestations ont atteint ces dernières années des proportions inquiétantes. Il faut donc rompre avec ce sombre tableau et rationaliser la gestion de l'alimentation des ressources pastorales, d'où ces assises qui lancent les études. Aux commandes des universitaires appelés à encadrer ces acteurs du pastoralisme au Bénin. Après la phase de réflexion, ils seront déployés sur des sites d'observation des cours de biomasse, de relevés de données phytosociologiques qui seront identifiées. Comme vous pouvez vous en rendre aisément compte, il s'agit d'une étude particulière, reposant sur une approche pluridisciplinaire, exigeante en compétences spécifiques
et demandant de l'innovation en matière de coordination. Cher professeur Winantor, je voudrais appeler votre attention sur votre niveau de responsabilité et celui de votre laboratoire dans la présente étude, dont les enjeux pour le Bénin, son gouvernement et la sous-région demandent intelligence, endurance, sacrifice de votre part. Le temps est ainsi donné ici pour une étude dont les travaux s'étaleront sur 16 mois. Les résultats, eux, sont attendus au plus haut niveau de décision, au plan national et sous-régional. Séance de travail entre le ministre de la Culture et les finalistes du concours de Voice Afrique francophone. L'autorité ministérielle a reçu les ambassadeurs du Bénin avec tout le staff d'encadrement et les coachs. Une rencontre pour exprimer aux lauréats toute la fierté du pays et prendre également la mesure de la situation pour améliorer à l'avenir les performances de la musique béninoise. Précision Narcisse Alossé et Deompevi. Moins de 24 heures après leur retour au Bercail, les finalistes et demi-finalistes de l'émission musicale The Voice Afrique sont reçus par le ministre de la Culture. Ils sont accompagnés de leur coach et du PDG du groupe Empire qui a initié et coordonné cette expédition musicale. Nous voulons aujourd'hui vous remercier, Monsieur le ministre, vous et votre équipe, pour tout l'accompagnement dont vous avez fait preuve. Monsieur le ministre est très engagé dans cette compétition. Il suivait de bout en bout ce qui se passait et je voudrais que les candidats le sachent, que le gouvernement nous a accompagnés. On a eu un élan patriotique incroyable. La presse était vraiment mobilisée pour aider nos candidats. On est vraiment plus que surpris depuis le début de l'aventure jusqu'à la date d'aujourd'hui, jusqu'à la fin. C'est vraiment... On est vraiment très contents. On est vraiment très contents. Nos yeux brillaient hier de mille feux. L'accueil, les cris de joie, les messages, les fleurs, c'était juste émouvant. On est vraiment très heureux et très reconnaissants. Et puis on va dire que maintenant c'est le début de notre carrière, donc tout commence maintenant. Ce qui est vraiment important, c'est ce qui se passe tout de suite et ce qui va se passer après. Donc voilà, on espère encore bénéficier de votre soutien qui est d'une grande valeur pour nous. C'est déjà pour nous-mêmes, en tant que coach et l'ensemble du groupe Empire, la reconnaissance d'une certaine rigueur dans le travail et dans la sélection, où les coachs internationaux eux-mêmes entérinent, n'est-ce pas, le choix que nous avons porté sur ces candidats-là qui ont prouvé sur toute la ligne qu'ils avaient l'étoffe. Au nom du gouvernement du président Patrice Talon, le ministre Jean-Michel Abimbola exprime ses félicitations aux artistes qui ont fait rêver tout le peuple béninois. Il reconnaît la qualité du travail fait sur chacun des artistes. C'est avec beaucoup de joie que je viens vous féliciter, Giovanni, Karina Sen et Mathilde, pour le parcours qui a été le vôtre et pour les émotions que vous avez données au Bénin. Je voudrais également vous dire que nous étions fiers des coachs. Méchac a parlé au nom des coachs, mais je n'oublie pas Yvon, je n'oublie pas Marion, je n'oublie pas évidemment Asikiwa. Le ministre de la Culture n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il promet s'investir personnellement dans la promotion et l'éclosion de ces jeunes talents. Il en profite pour soulever la question du label musical bénin, qui reste l'un des grands défis à relever. Vous avez vu qu'il y avait un label ivoirien. C'est autour de ce label ivoirien qu'on nous a un peu enfoncé. Parce que à partir du moment où il y a eu des sons qui ont fait vibrer l'ensemble du public ivoirien, j'imagine que même ceux qui hésitaient, de ce fait, ont voté utile. Alors que chez nous, nous n'avons pas encore suffisamment une identité musicale vendable à l'international. Nous avons plusieurs choses. Mais il faut que les coachs, il faut que les spécialistes de la musique, avec nous, travaillent à ce que nous puissions donner une identité musicale à notre pays. La gratitude des artistes reçus par le ministre est exprimée en acapella, un mélange de voix fortes et pénétrantes pour dire merci à tout le peuple béninois. You are the living God, oh, yes, ain't no one like you.
Direction l'échangeur de Godomain à présent. Eh bien, si vous êtes un habitué de ce tronçon, vous avez certainement remarqué qu'il est bien difficile pour les usagers d'emprunter ce contournement de l'échangeur de Godomain. L'état actuel des pavés de la piste cyclable est désastreux. La circulation y est difficile et expose les motocyclistes à d'énormes dangers. Constat sur place avec Ali Moumouni. Il devrait être planté ici un panneau sur lequel sera inscrit « Rouler au pas ». Mais hélas, et même sans, les usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomain réduisent convenablement leur allure face aux ralentisseurs de fortune de cette voie. L'état actuel des pavés de ce contournement laisse place à une suite de dos de chameaux qui s'installe sur plus de 100 mètres. L'état de la voie, là, vraiment, on pense que c'est quelque chose à revoir. Parce que c'est gâté complètement. Vous voyez non? Et ça n'a pas d'espoir. Quand tu es sur Vivali, tu es sur moto, tu es sur voiture, ça peut causer d'accidents, d'énormes accidents. Vous voyez un peu non? L'état de cette voie, bon, ça fait partie des éléphants blancs de notre arrière-papa. Ouais, c'est un chantier que le papa est venu inaugurer, mais c'est comme ça s'est retrouvé enfin. Si cela profite aux vendeurs de friperies installés sur le trottoir, l'état de cette piste cyclable n'est pas sans conséquences. Des difficultés liées à la conduite en passant par l'impact sur les engins, les usagers dénombrent assez de risques quand il s'agit d'emprunter cette route. Ah, ici, on ne circule pas comme ça. Ah, tu risques de couper ton truc là, ton moteur. On ne circule pas comme ça ici. On a des difficultés tellement, surtout dans la nuit. Et une fois que la voie n'est pas bonne, les bandits viennent s'arrêter. Vous voyez bien non? Ils profitent de l'état de la voie pour pouvoir semer les scandales. Vous comprenez non? Et parfois, il y a des choses aussi, quand vous prenez le client, il y a le colis qui tombe. Vous voyez bien, non? Au fur et à mesure que vous voulez vous arrêter pour prendre, il y a quelqu'un qui vient déjà, il prend, il disparaît. Et si la voie était bonne et tout le monde passait librement, ces problèmes-là n'allaient pas se poser. Réhabilitée à plusieurs reprises, cette piste continue de donner du fil à retordre aux usagers. Dos d'âne, trop immenses et crevasses, c'est tout cet ensemble qui crée le casse-tête des motocyclistes du tronçon échangeur de Godomain-Calavi. La qualité est dépréciable et est dépréciable. Est-ce que vous voyez? Donc si nous pouvons assumer à la responsabilité et à une meilleure amélioration, puisque la voie a été réparée une fois. Vous voyez? Donc nous ne voulons plus les arrangements de qualité moyen âge. Est-ce que vous voyez? Nous voulons une qualité exceptionnelle, telle que le président le fait. Ils ont réparé, mais ça là, ce n'est pas bien fait. Il faut qu'ils puissent trouver une solution définitive. Vous voyez un peu, non? Une solution définitive à ça. En attendant que la Direction générale des infrastructures ne se penche sur l'état de ce contournement, le calvaire des usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomain continue. Pour finir maintenant, et je l'annonçais dans les titres, eh bien, la pandémie de la COVID-19 continue de faire des ravages au Bénin et d'ailleurs un peu partout dans le monde. Cependant, au Bénin, on constate un peu partout dans nos villes un relâchement dans le respect des gestes barrières pouvant réduire le risque de contamination. Le constat reste le même dans les bus réservés au transport des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi. Une équipe de reportage de Canal 3 Bénin est allée voir de plus près. Regardez. Des étudiants assis ici à l'arrêt bus de l'université d'Abomey-Calavi à attendre l'arrivée des moyens de transport pour rejoindre leur domicile. Aux environs de 12h45, ces bus font leur apparition. Quelques minutes plus tard, les voici à bord des bus bondés, exposés au risque de contamination à la pandémie de Covid-19. Qu'est-ce qui peut expliquer ce non-respect des gestes barrières en ce haut lieu du savoir? Au lieu de 6 bus, nous sommes actuellement à 5 bus, où nous sommes obligés de faire voyager tous les étudiants qui viennent de divers horizons. En cette période de Covid, les gestes barrières ne sont pas respectés parce qu'il y a des embouches dans les bus. Sur les sièges, nous sommes à 4. C'est-à-dire quand tu es assis, tu peux prendre d'autres personnes sur toi. S'il y a jumelage et il y a essai d'effectifs,
les sièges de 3 personnes portent jusqu'à 9 personnes. Ce qui fait que ça soit assis ou debout, on est vraiment coincé. On les reconnaît dans la circulation par leur surcharge. Des bus de 50 places qui prennent des fois plus de 100 passagers. Si pour certains, les gestes barrières ne sont pas du tout respectés, d'autres estiment que des efforts sont faits, mais insuffisants. La distanciation, vous savez que nous sommes dans les bus, cela n'est pas totalement respecté, parce que si vous asseyez, vous êtes côte à côte. Mais les autres mesures barrières à la pandémie sont respectées à la règle. À ce jour, et selon les explications des étudiants, l'université d'Abomey-Calavi ne dispose que de 5 bus qui peuvent être réduits à 2, voire 1, en cas de panne. Les responsables du Centre des œuvres universitaires et sociales contactés n'ont pas souhaité se prononcer là-dessus. Excédés par la situation, les étudiants appellent les autorités au secours. On a besoin de bus parce que physiquement on souffre. Supporter le poids d'un autre, à chaque fois, à chaque voyage, c'est vraiment pitoyable pour nous. Il faut que l'État fasse quelque chose pour pallier à ça. J'aimerais demander aux autorités de bien vouloir nous aider à avoir un peu plus de matériel roulant, qu'au moins chaque ligne ait son bus. Des doléances ont été pourtant faites dans ce sens par le passé, a confié une source proche du bureau en charge du transport. Et rien n'est encore fait. En attendant le dénouement de la situation, le calvaire continue avec tous les risques liés à la Covid-19. Retenez que le coronavirus sévit toujours. Eh bien, ce qu'il vous reste à faire, c'est de respecter les gestes barrières pour vous protéger et protéger également les autres. C'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. À demain, 13h.